Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foualier, je vous remercie de me retrouver chez moi. J'ai déjà analysé la question des violences masculines sous plein d'angles différents, sous l'angle politique, sous l'angle judiciaire, en analysant la rhétorique des personnes qui étaient accusées de violences conjugales, de violences sexuelles, de viols parfois. Et finalement, je n'ai pas vraiment fait de vidéo consacrée à la façon dont la presse traitait ces sujets-là. Et c'est quand même assez important parce que quand on y pense, la majorité des personnes dans cette société n'est pas formée à la question des violences. Et c'est normal, c'est des choses qui sont assez compliquées, qui nécessitent de la lecture, qui nécessitent d'ouvrir un petit peu son esprit, surtout quand on vit dans un système qui est hyper masculin et qui a tendance à présenter ces questions-là toujours sous le même angle. Et on va avoir besoin de la presse pour nous aider. On a besoin de la presse pour nous aider à décoder correctement avec les bons éléments de langage, pour réussir à avoir, on va dire, un point de vue qui soit le moins biaisé possible, qui soit le moins male gaze sur ces questions-là. Et ça, c'est important. Et donc aujourd'hui, voilà ce qu'on va faire. C'est une vidéo qui est en 4 parties, une toute petite introduction pour vous expliquer pourquoi j'ai eu l'idée de faire cette vidéo au départ, et ensuite 3 parties. Une première partie sur la façon dont un organe de presse a traité les accusations qui sont portées à l'encontre de Norman fait des vidéos. Un exemple, on va dire, assez caractéristique d'un très gros journal sur la façon dont l'affaire Bastien Vivès a été traitée. Et enfin, la façon dont l'affaire Quatennens a été traitée par un troisième organe de presse. Vous allez voir toujours des gros organes de presse à chaque fois, avec des personnes assez importantes, qui écrivent les articles, qui réalisent des interviews, et ça va pas. C'est présenté d'une telle façon qu'il y a du retournement victimaire permanent, et donc les personnes qui ne sont pas forcément formées à ces questions-là, qui tomberaient sur ces articles sur les réseaux sociaux, et bah voilà, vont se dire dans leur tête, bon bah peut-être qu'en fait ils sont un petit peu victimes, peut-être que les femmes qui dénoncent ces comportements-là en veulent à leur notoriété, à leur argent, font preuve de jalousie, etc. On a besoin de la presse, on va avoir besoin de la presse, c'est le quatrième pouvoir en France, on ne peut pas les laisser continuer à présenter les choses de la façon dont ils les présentent. Donc à chaque fois, je vais faire un tout petit rappel très rapide, parce que c'est quand même relativement glauque, des faits, et la façon dont un organe de presse traite la question. Ma réflexion, elle est partie de ça. C'est un article qui est partagé par France Publique, donc c'est un organe gouvernemental, officiel, qui nous dit 208 000 victimes de violences conjugales en 2021, dont 82% de femmes. Le nombre d'enregistrements de violences conjugales par les services de police et de gendarmerie a quasiment doublé depuis 2016. En 2021, comme chaque année, il s'agit principalement de violences physiques et la majorité des victimes sont des femmes. La première des choses qu'on peut dire par rapport à ça, c'est qu'en 2016, il y a eu le mouvement MeToo, l'explosion de ce que la presse appelle en permanence la libération de la parole des femmes. En réalité, les femmes, elles ont toujours parlé, elles ont toujours dénoncé leur violence, c'est surtout une libération de l'écoute des hommes. Enfin, certains hommes, pas tous, loin de là, ont commencé à écouter ces problématiques-là, qui sont des problèmes sociaux, qui ne sont pas des faits divers, c'est quelque chose de systémique, malheureusement, on va revenir dessus. Et donc, on pourrait se dire, ça a doublé entre 2016 et 2021, c'est peut-être pas que le nombre d'agressions a doublé, mais simplement peut-être que il y a plus de femmes qui se disent étant donné que d'autres ont parlé avant moi, j'ai le courage d'aller en parler au commissariat. J'ai le courage d'aller dénoncer la personne qui me fait subir des agressions. On ne peut pas savoir si ça a doublé avec cette information-là. On peut simplement se dire il y a 2 fois plus de plaintes au commissariat. Mais vous allez voir, en rentrant dans la lecture de l'article, on a quand même quelques petites indications. Les services de sécurité ont enregistré 208 000 victimes de violences commises par leurs partenaires ou ex-partenaires en 2021, soit une augmentation de 21% par rapport à 2020. Et là déjà, on a une information. En 2020, il ne s'est rien passé de particulier, de mondial, qui expliquerait que les femmes se disent on va plus parler entre 2020 et 2021. Donc il semblerait que cette augmentation de 21%, ce soit une réelle augmentation des violences conjugales. L'une des explications apportées, ce serait un effet très négatif du confinement. Maintenant, pour avoir des réponses, on va dire, claires et définitives sur ces questions-là, il va falloir que la recherche travaille là-dessus, que la recherche en sociologie en particulier travaille là-dessus. Et on sait à quel point ils sont mal financés. On sait à quel point ils se sont un petit peu seuls par rapport à ça, que les sciences sociales sont un petit peu méprisées. Mais on va avoir besoin des sciences sociales là, pour nous aider à comprendre l'augmentation de ce chiffre-là. Les départements qui dénombrent le plus de femmes victimes pour 1000 habitantes sont la Guyane, la Seine-Saint-Denis, le Nord, la Réunion, le Pas-de-Calais et le Lot-et-Garonne. C'est ce que souligne le service statistique ministériel de la sécurité intérieure dans une étude de décembre 2022 sur les violences conjugales qui est ici, que je vous mettrai dans la description de la vidéo, que je vous invite à aller lire. Il vous explique comment ils ont réalisé cette étude-là, comment ils ont recueilli leurs données, c'est intéressant.
Cette étude analyse des crimes et délits commis par une personne étant ou ayant été le partenaire de la victime dans le cadre d'une union libre, d'un pacte ou d'un mariage. Les crimes et délits conjugaux recouvrent des infractions de nature très différente. Violences physiques, du féminicide ou du fémicide aux violences sans incapacité, des violences sexuelles, du viol au harcèlement. Le titre du paragraphe suivant, c'est une majorité d'hommes français mis en cause. En 2021, 88% des mises en cause pour violences conjugales sont des hommes. Pour chaque nature d'infraction, la part des hommes varie de 86 à 100%, sauf pour les injures et diffamations où 61% des personnes mises en cause sont des femmes, mais cette catégorie ne représente que 1% des victimes de violences conjugales. Et là, il y a un truc à dire. C'est qu'en permanence, on nous dit quand on parle des violences masculines comme étant quelque chose qui fait système, oui, mais et les fausses accusations, oui, mais et la diffamation. Mais en fait, ça, c'est 1% des cas. C'est 1% des cas recensés. À chaque fois qu'on essaye de parler de quelque chose qui fait système, vous aurez systématiquement des hommes, parfois des femmes, qui viennent nous dire « Oui, mais et la diffamation ?» Mais la diffamation, c'est 1% des cas. Ça ne veut pas dire que c'est bien. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas lutter contre. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas trouver des solutions pour que ça n'arrive pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas sanctionner les femmes qui se rendent coupables de ça. Mais ça veut dire que ça ne fait pas système. C'est un détournement d'attention. Quand on parle de la violence masculine comme une violence étant une violence de dominant dans cette société-là, on ne peut pas continuer à lire des messages nous dire « Oui, mais et il y a aussi 1% de cas qui concernent de la diffamation. » Oui, c'est grave, on le dénonce également, mais c'est pas la question. C'est pas ça qui fait système, c'est pas ça qui plombe notre société. Les mises en cause sont en moyenne plus âgées que les victimes. 13% ont moins de 25 ans contre 19% des victimes. La moitié a entre 30 et 45 ans, alors que la moitié des victimes a entre 25 et 40 ans. La répartition par âge des mises en cause est décalée de 5 ans par rapport à celle des victimes. Les mises en cause pour violences conjugales sexuelles sont nettement plus jeunes que les autres profils. 20% ont moins de 25 ans, leurs victimes sont aussi plus jeunes. Les mises en cause pour violences physiques ou pour violences psychologiques ou verbales sont proches, respectivement 13 et 10% ont moins de 25 ans. Si le décalage d'âge entre mise en cause et victimes se retrouve au sein de chaque type de violence, il est plus marqué pour les violences sexuelles enregistrées. 33% des victimes ont moins de 25 ans. En 2021, 83% des mises en cause pour violences conjugales sont français. Si la part des étrangers mis en cause, 17%, est globalement supérieure à celle des étrangers vivant en France, on retrouve cette proportion parmi les victimes, 15%. Et là, on est obligé de faire une petite parenthèse. Ça va tordre le cou à des arguments racistes, à des arguments islamophobes. Non, les violences conjugales ne sont pas le fait des étrangers en France. C'est faux. On a les données pour pouvoir l'affirmer. Il va falloir qu'on se sorte ça de la tête une bonne fois pour toutes. Parce que ce serait beaucoup plus sain de commencer à comprendre réellement ce que signifie la violence masculine. Les hommes qui se rendent coupables d'agression sur des femmes, d'agression physique ou sexuelle, de harcèlement, etc., c'est pas des blancs. C'est pas des non-blancs, c'est des personnes de toute couleur de peau, de toute origine sociale. Ils sont riches, ils sont pauvres, ils vivent dans des cités, ils vivent dans des banlieues pavillonnaires très riches. Il n'y a pas de portrait type de l'agresseur. Il faut arrêter avec cet argument raciste qui va consister à dire c'est le fait d'étranger qu'on lit assez souvent, qui est un argument que je trouve parfaitement indécent. La nature des violences conjugales. Les violences physiques concernent 66% des victimes, et pour 37% des victimes sans incapacité totale de travail, ou incapacitation selon Idriss Aberkan. Les violences avec une ITT ne dépassant pas 8 jours ou aggravées par une autre circonstance concernent 26% des victimes. Les violences physiques criminelles, comme les fémicides, les tentatives de fémicide, les tortures ou actes de barbarie, concernent moins de 1% des victimes. On nous dit que sur les 143 homicides conjugaux, il y avait 122 fémicides. Un tiers des victimes ont subi une violence verbale ou psychologique. Des menaces pour 14%, du harcèlement moral pour 11%, 4% qui dénoncent des atteintes à la vie privée, injures ou diffamation, 1%, on retrouve les 1%. Les violences sexuelles sont plus rares, 4% des victimes, dans 85% desquelles il s'agit d'un viol ou d'une tentative de viol. À noter dans un contexte de libération de la parole, vous savez ce que je pense de cette expression, et de mobilisation contre les violences faites aux femmes, la part des faits anciens, commis avant leur année d'enregistrement, passe de 18% en 2016 à 28% en 2021. Moins d'une victime de violence conjugale sur 4 a porté plainte en 2020, selon une enquête de Victimation Genèse, que vous avez ici, qui est très intéressante également. Ça, c'était mon point de départ. Je me suis dit, bon bah d'accord, ok, les violences, elles augmentent encore. C'est incroyable. On est en perpétuelle régression sur la question de la domination masculine et des violences faites aux femmes. Et aujourd'hui, je me suis dit, on va aborder ça avec le point de vue de la presse pour les raisons que je vous ai évoquées en début de la vidéo. Les gens qui ne sont pas formés à la question des violences conjugales, s'ils lisent des articles de presse mal écrits, ils vont mal penser la question des violences conjugales. Et donc on va prendre 3 exemples. Et on va commencer par un exemple assez rapide à analyser, c'est celui de Norman.
L'article de Marie-Claire. Alors pourquoi j'ai choisi Marie-Claire? En fait, l'article de Marie-Claire reprend l'article de Libération, et l'article de Libération, il est payant. Je suis abonné à beaucoup de choses, je suis abonné au Monde Diplomatique, à Mediapart, etc. Je ne suis pas abonné à Libération, donc voilà la source que j'utilise. Je ne vais pas lire l'article en entier, loin de là, oulala. Il décrit tous les faits dont Norman serait, de façon présumée, bien évidemment, coupable. C'est épouvantable. C'est de la pédocriminalité, c'est du viol, c'est vraiment insupportable à lire. Si vous souhaitez lire tout ça, bien évidemment, je mets toujours toutes les sources que j'utilise dans la description de la vidéo, vous irez les consulter. Mais c'est vraiment très dur. Mais pour mettre le contexte, voilà ce que dit le titre et puis le début du texte. Norman Tavo fait l'objet d'une enquête préliminaire pour viol et corruption de mineurs. Dans une vidéo publiée le 6 décembre 2022, le youtubeur Roi des Rats révèle le témoignage de 6 de ses victimes présumées. Il faut savoir qu'en 2019, vous avez un autre youtubeur qui a déjà dénoncé les comportements de Norman, il s'agit de Squeezie, qui avait dit « les youtubeurs qui profitaient de votre notoriété pour échanger des photos de nus avec des mineurs, on vous voit ». Et ça n'a eu aucun retentissement. En 2020, vous avez une jeune Québécoise qui a porté plainte contre Norman pour viol. Ça n'a eu aucun retentissement. Et là, enfin, la presse s'en empare, probablement parce que voilà, le nombre de victimes fait que ça se passe en France. Visiblement, ça ne les intéresse pas quand ça concerne d'abord des mineurs et ensuite des femmes à Québec. Mais là, voilà, là, on prend le sujet à bras-le-corps. Mais c'est vraiment pas la première fois que Norman revient sur le devant de la scène comme ça. Alors qu'elle décrive les viols et agressions sexuelles qu'elles auraient subies, Norman fait des vidéos se défend de toute accusation. Norman fait des vidéos, c'est le titre de sa chaîne, hein. Donc c'est Norman Tavo qui se défend de toute accusation. Interpellé et placé en garde à vue lundi 5 décembre pour viol et corruption de mineurs dans le cadre d'une enquête préliminaire menée par la Brigade de la protection des mineurs, comme le révélait Libération, le youtubeur Norman Tavo a été libéré mardi 6 décembre au soir. Il n'a pas été libéré parce qu'il est innocent, il a été libéré parce qu'il fallait bien l'entendre. Il a été convoqué pour qu'on l'entende par rapport à ces faits-là, l'enquête va se poursuivre, et puis voilà, si un juge s'en empare, c'est très probablement le cas, c'est je crois d'ailleurs ce qui se produit actuellement, il répondra de ça devant la justice. Comment on présente ça? Vous êtes à la tête d'un organe de presse. Comment vous présentez cette histoire-là? Probablement de la façon la plus factuelle possible, un peu comme Mediapart l'avait fait avec l'affaire Léo Grasset, Dirty Biology. À savoir, 6 femmes mettent en cause Norman à des degrés d'accusation diverses. Certaines d'entre elles l'accusent de viol. Un truc tout simple qui permet de comprendre, avec un tout petit peu de nuance, ce qui est en train de se produire. Regardez ce que France 3 Aquitaine, là on parle de service public, a posté. Ce petit-fils de mineur typiquement ch'ti, alors déjà petit-fils de mineur, comme il a une origine sociale défavorisée, on devrait être pris en empathie par rapport à lui, c'est du retournement victimaire, hein, a quitté Liévin pour Paris au début des années 2000, un élément biographique qui n'a absolument rien à voir, et là on nous dit après le décès de sa mère. Alors, permettez-moi juste d'adresser mes condoléances à la famille de Norman, c'est terrible de perdre sa mère si jeune. Au début des années 2000, sa mère est décédée, donc elle devait être extrêmement jeune, c'est terrible. Vraiment, tout mon soutien à cette famille. C'est terrible de perdre quelqu'un dans ces circonstances-là. Mais là, ça n'a rien à voir. C'est un appel à l'empathie, c'est un appel à la pitié même. Ça n'a rien à voir. Il est accusé par 6 femmes de faits de viol, de pédocriminalité. Le fait que sa mère soit décédée au début des années 2000 est évidemment très triste, mais n'a rien à voir avec ça. On n'a pas à être en empathie avec Norman actuellement. On a à être en empathie avec les victimes présumées. Et ensuite on nous dit, Norman, vétéran français de YouTube, pris dans la tourmente. Non mais c'est pas ça une tourmente. C'est lui qui a tourmenté ses victimes, hein. C'est lui qui est accusé de viol. Lui, il n'est pas dans la tourmente. Lui, il va se faire choper parce que les victimes, elles ont parlé. Il n'est pas dans la tourmente. Vous vous rendez compte? Il y a un retournement victimaire qui est très fort, qui fait qu'une personne non avisée qui tomberait sur cet article, sur les réseaux sociaux, pourrait se dire « Oh, pauvre Norman ». Et là, on est dans une question que j'ai déjà posée à plusieurs reprises. Comment il faut présenter les faits? Comment on présente les faits d'agression sexuelle? Pourquoi, et de viol en l'occurrence là, pourquoi est-ce qu'il y a un storytelling qui est fait et qui est quasiment systématiquement à l'avantage de l'agresseur présumé? De là à dire que c'est parce que des hommes se défendent entre eux, parce qu'ils auraient des choses à se reprocher, il n'y a qu'un pas que moi je ne vais pas franchir. Moi je pense que c'est quelque chose, on va dire, de vraiment systémique qui fait que les hommes ils pensent comme ça. Ils pensent que c'est faux. C'est les arguments de Stéphane Edouard qui n'arrête pas de dire. S'il y a des accusations, c'est à cause de la notoriété, à cause de l'argent. Et de la jalousie, bien sûr. Les femmes ont été conduites, donc elles vont diffamer. Mais c'est terrible. Heureusement, vous avez quand même des personnes, un homme, là en l'occurrence, vous allez voir, qui est cité par les répliques, qui réagit très bien, qui a les bons éléments de langage, qui a parfaitement compris la problématique des violences conjugales, et qui dit
Il s'appelle Nicolas Frémont. Tiens, bah, Nicolas Frémont, ça me dit quelque chose. Peut-être qu'il est connu, pardon si je ne le connais pas, mais il dit « Origine sociale, lointainement prolétaire mise en avant. Pourquoi au juste ?» Effectivement, pourquoi? C'est hors sujet. Mise en avant du décès maternel, quel rapport? Aucun rapport en effet. Et ensuite il réagit sur Pris dans la tourmente, retournement victimaire, vous voyez, il a les bons termes, hein. Ce serait lui qui subit la situation alors qu'il est accusé de viol et de corruption de mineurs. C'est ça qu'on veut voir plus souvent. C'est ce genre de réaction des hommes sur les réseaux sociaux qu'on veut voir, parce qu'il faut absolument que les personnes qui tombent là-dessus, immédiatement, y voient en top commentaire un homme qui dit « Non, 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 attendez ». Vous prenez le problème à l'envers pour que les personnes qui tombent là-dessus, on puisse leur dire c'est pas comme ça qu'on doit penser. Là, il y a un problème dans la façon de présenter les choses. Voilà. Ça, c'était par rapport à Norman, un exemple, France 3 Aquitaine quand même, hein, c'est pas n'importe quoi comme organe de presse. Le Monde maintenant, décidément en ce moment. Donc, un article qui a été publié par Michel Guérin, un homme. C'est l'un des principaux reproches que j'ai à faire avec les organes de presse qui parlent de ces questions-là. Arrêtez de confier ces problématiques-là aux hommes. Ils ne sont pas formés, et même les hommes qui sont formés, ils sont quand même biaisés par la domination masculine, par la masculinité toxique, par ces éléments qui constituent ce que dans cette société, on imagine être un homme. Ça infuse dans notre tête, il faut énormément d'efforts pour arriver à en sortir. Même moi, je n'en suis pas sorti complètement loin de là, j'ai encore des réflexes de pensée, j'ai probablement même des réflexes dans mon attitude, qui sont encore à corriger, j'en doute pas une seule seconde. Moi, je ne me mets pas en dehors de l'équation de cette problématique-là, loin de là, vous savez ce que j'en pense. Il faut que je continue à travailler là-dessus, sur ces mauvais réflexes-là. Arrêtez de donner ça à des hommes, parce que là, Michel Guérin, il est complètement à côté de la plaque, je vous lis l'article. Alors, on nous dit « Affaire Bastien Vivès, ce n'est pas l'œuvre qui a déclenché le scandale, mais l'exposition au Festival d'Angoulême. L'exposé, ce serait le légitimer, c'est une citation de l'article. L'exposition de l'auteur de BD, prévue en janvier 2023, a été déprogrammée mercredi. Très peu de stars du 9e art ne s'expriment, aucune figure de la liberté d'expression non plus. » Aucune figure de la liberté d'expression. On est en train de parler de propos de pédocriminalité. Ça ne tombe pas sous le coup de la liberté d'expression. C'est illégal. La pédocriminalité est illégale. Être en possession de documents pédocriminels, qu'ils soient artistiques, entre guillemets, ou que ce soit de la pédocriminalité filmée, j'ose même pas imaginer, ça me fait frissonner, c'est illégal. C'est pas une question de liberté d'expression. Il y a des propos qui tombent sous le coup de la loi. La liberté d'expression ne les protège pas. Les propos racistes, les propos islamophobes, les propos antisémites, les propos misogynes, ça tombe sous le coup de la loi, on n'a pas le droit de les tenir. Là, il y a vraiment une approximation étonnante là. Pourtant, cette affaire soulève de nombreuses questions, observe Michel Guérin, rédacteur en chef du Monde dans sa chronique. On est en train de lire la chronique du rédacteur en chef du Monde, là. Vous vous rendez compte, c'est un énorme organe de presse qui va traiter de cette question-là de cette façon-là. Et voilà ce qu'il nous dit. S'il est une affaire désolante et délicate, c'est bien celle-là. Désolant et délicat. C'est désolant et délicat que le public, que la pression populaire dise à un festival, là, il faut qu'on déprogramme une personne qui fait la promotion de la pédocriminalité et qui, en plus de ça, menace de mort des femmes et menace de violer leurs enfants. Parce que vous allez voir que c'est précisément ce qu'il a dit. Mais ça, c'est pas désolant ou délicat. Ça, c'est exactement ce qu'une prise de conscience citoyenne est censée produire comme réaction saine à l'encontre d'une personne potentiellement dangereuse. Le créateur de la bande dessinée Bastien Vivès. Alors, petite parenthèse, je connais bien Bastien Vivès, je l'ai beaucoup lu, je l'ai beaucoup apprécié quand j'étais jeune adulte. Je n'avais absolument pas les grilles de lecture que j'avais actuellement, je ne vous avais pas rencontré, je n'avais rien lu par rapport à la question, donc j'ai lu une œuvre comme Paulina, par exemple, que j'avais appréciée à l'époque, qui aujourd'hui m'apparaît hautement problématique, mais je n'avais pas décelé ça parce que je n'avais pas le décodeur à l'époque pour comprendre ce que je disais. Donc voilà, c'est un auteur de BD que j'ai pu apprécier par le passé. Délicate, car il lui est reproché d'avoir fait il y a quelques années, quelle mauvaise foi, il y a quelques années, vous voulez dire dans une bande dessinée en 2021, l'apologie de l'inceste et de la pédopornographie dans des albums et dans des déclarations. Dans un album, à la limite, vous voulez défendre ça, libre à vous, Michel Guérin, de défendre la pédocriminalité dans un album. Libre à vous. Si vous voulez revenir dans les années 60-70 où Bernard Pivot invitait des pédocriminels, racontait la pédocriminelle dans ses romans et que vous n'y voyez pas de problème, libre à vous. Il y a peut-être rien d'illégal à ça, je ne sais pas. Je pense que si, mais je ne sais pas. Il me semble que la pédopornographie est illégale quoi qu'il arrive. Mais dire également dans ses déclarations, et donc c'est désolant, mais dans ses déclarations, mais là c'est la personne qui parle. Hein, vous êtes les premiers à dire il faut séparer l'homme de l'artiste, machin, ces énormes bêtises. Ben là c'est l'homme qui parle, qui faisait ces déclarations. Et ça, pour vous c'est désolant. Avançons.
Désolante car c'est l'une des rares fois où un artiste est censuré non pas par un tribunal ou un élu, mais sous la pression d'associations, de pétitions et de réseaux sociaux, alors même que cet auteur n'a jamais été sous le feu de la justice, ni soupçonné de pédocriminalité, et que personne ne sait ce qu'il prévoyait de montrer dans l'exposition. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Effectivement, la justice ne l'a pas condamné, mais il y a quand même des choses dans cette société qui ne sont pas morales, qui ne sont pas encore ou qui ne sont pas du tout condamnées par la justice. C'est le rôle de citoyen d'avoir envie de vivre dans une société la plus saine possible. C'est le rôle des citoyens. Enfin, je veux dire, on est là pour ça. On ne vit pas que pour notre pomme. C'est pas parce que nous, on est des hommes et qu'on n'est pas concernés par le viol qu'on n'a pas envie de vivre dans une société dans laquelle ce soit sévèrement puni. C'est pas parce qu'on n'a pas été concerné, c'est mon cas fort heureusement, par la pédocriminalité dans sa vie, qu'on n'a pas envie que les auteurs qui défendent la pédocriminalité ne soient pas invités à s'exposer dans un festival. C'est la moindre des choses, c'est pas une question judiciaire, c'est une question de société, il me semble. Disons d'abord que Bastien Vivès est un surdoué de la BD. Oui, c'est vrai. Ok. Et Polanski est un surdoué du cinéma. Et est-ce qu'on a le droit de dire dans la même phrase que Polanski est un génie du cinéma et qu'on n'a plus du tout envie que les films de Polanski soient financés, qu'on n'a plus envie que Polanski travaille avec des actrices parce qu'elles sont potentiellement en danger, qu'on n'a pas envie de prendre pour modèle dans notre société des pédocriminels? Est-ce qu'on a le droit de le dire? Est-ce qu'on a le droit de dire que Bertrand Cantat a composé de magnifiques albums et qu'on n'a pas envie qu'il soit applaudi sur scène parce qu'il a été le coupable d'un fémicide? On a le droit de le dire. Et bien de la même façon, oui, ok, Bastien Vivès, surdoué de la BD, peut-être, sûrement, sans doute, je le pense peut-être, mais est-ce qu'on a le droit de dire qu'on veut plus de lui dans notre paysage? Qu'on veut plus de personnes qui défendent ce genre de trucs dans notre paysage? C'est aussi un surdoué dans la narration et la réussite jalousée. Ah ouais, d'accord, c'est ça. En fait, c'est de la jalousie. Vous voyez, on dénonce Bastien Vivès actuellement parce qu'on est jaloux. Il est l'auteur d'un chef-d'œuvre féministe, Paulina. Pas me prononcer là-dessus. Je vais pas tirer sur l'ambulance, puis je suis pas féministe, mais s'il y a des féministes qui regardent ces vidéos-là, qui ont lu Paulina, je vous en prie, donnez-moi votre avis dans les commentaires, je sais déjà ce que je vais lire, mais j'ai hâte. Incroyable qu'il soit à tel point à côté de la plaque. L'auteur d'un chef-d'œuvre féministe, Paulina, qui raconte l'apprentissage d'une ballerine. Ça raconte l'histoire d'une ballerine qui doit avoir à peu près 14 ans, qui a une sorte d'histoire d'amour, hein, vous savez ce que j'en pense quand on a 14 ans, avec un prof de danse qu'on a 50. C'est de la pédocriminalité, c'est illégal, c'est interdit par la loi. Bon, vraisemblablement, c'est un chef-d'œuvre féministe. Il est aussi un sale gosse de 38 ans, un adolescent qui aime montrer les femmes avec des poitrines avantageuses, s'exprime à l'emporte-pièce, a tenu des propos scandaleux. Il a tenu des propos scandaleux, effectivement. Dessiner des femmes avec des fortes poitrines n'est pas illégal, je suis d'accord avec Michel Guérin, mais on en a marre, en fait, du male gaze. On en a marre que ce soit toujours des hommes qui imposent leur représentation sexiste de ce qui, eux, leur paraît excitant chez une femme. Moi, j'aimerais bien, un jour, que ces gens-là, ils viennent travailler avec moi au cabinet et qu'ils rencontrent des adolescentes qui ont des très fortes poitrines et qu'ils les écoutent. Parce que non seulement c'est assez compliqué par rapport au regard social, par rapport aux remarques, par rapport au harcèlement permanent qu'elles se mangent, mais imaginez, Bastien Vivès, avoir un poids permanent d'1,5 kg, voire de 2 kg à l'avant de la poitrine. Imaginez les douleurs que ça vous provoque au niveau du dos. Parce que pour eux, une forte poitrine, pour ces hommes-là, c'est uniquement un fantasme. Ah, les femmes à forte poitrine, ça c'est du fantasme, hein, pour eux. Mais c'est du male gaze. Écoutez-les, les femmes qui ont des fortes poitrines, arrêtez de les représenter en les hypersexualisant, en ignorant systématiquement ce que ça signifie pour elles, socialement, ce que ça signifie pour leur corps, pour les douleurs, etc. C'est ça qu'on reproche, c'est pas illégal, c'est pas grave. On va pas envoyer quelqu'un en prison parce qu'il dessine des fortes poitrines, on va pas cancel quelqu'un parce qu'il dessine des fortes poitrines, bien sûr, mais on en a marre du male gaze. Et il faut comprendre pourquoi. En 2017, sous pseudo, bah oui, c'est encore plus grave, hein, c'est pas une excuse, et sur Facebook, il souhaite que l'autrice de BD Emma Clit soit poignardée par son fils avant que ce dernier se fasse sodomiser. Ok. Et donc l'affaire est problématique? Et donc c'est problématique qu'on n'ait pas envie que ce type-là soit exposé à Angoulême? Oh vache. Michel Guérin, mais à côté, complètement à côté. Depuis qu'il est la cible des réseaux sociaux, le pauvre, il est la cible des réseaux sociaux, les gens disent qu'ils veulent pas de pédocriminalité, qu'ils veulent pas de menaces de mort contre les femmes. Il se compare aux victimes assassinées à Charlie Hebdo. Mais je vais pas tirer sur l'ambulance là. Mais tout le monde voit à quel point c'est indécent. Autant dire qu'il n'est pas facile à défendre. Bah ouais, sans déconner. Pourquoi vous le faites? Tout cela n'est pas le sujet, mais il le renforce. Tout cela n'est pas le sujet, c'est pas le sujet, c'est pas le sujet qui défend la pédocriminalité, c'est pas le sujet qui l'envoie des menaces de mort à la dessinatrice Emma, c'est pas le sujet qui l'appelle à ce qu'on viole son enfant. C'est pas le sujet. Mais c'est quoi le sujet alors? Ça, c'est du Idriss Aberkane qui invite Malika Daoust sur son plateau
pour lui faire parler des violences conjugales, pour instrumentaliser son truc en disant mais les violences conjugales c'est pas le sujet. Quelle indécence. D'abord, 3 albums porno vendus sous blister, et surtout un qui pose problème, la décharge mentale. Ouais, ça pose problème parce que c'est une réponse à la BD La charge mentale d'Emma en 2017, je crois, qui est une super BD. C'est une super BD, parce que c'est une super porte d'entrée pour les hommes pour comprendre ce que c'est que la charge mentale. C'est une vraie porte d'entrée vers la lutte antisexiste. Et Bastien Vives estime que c'est nul, vous allez le voir après, et donc il décide de créer une BD qui s'appelle La décharge mentale pornographique. Vous vous rendez compte la provocation masculiniste toxique, quoi. Un couple, dans cette BD, invite un ami à avoir des relations sexuelles avec leurs enfants. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et là, Michel Guérin, ça vous choque qu'il y ait une pression populaire auprès du Festival d'Angoulême pour pas qu'on l'invite. Il déclare à Mademoiselle, l'inceste, ça m'excite à mort, vu que je ne peux pas faire d'inceste dans la vraie vie et que je n'ai pas de grande sœur pour pouvoir faire ça. Je fais ça dans mes livres. J'ai pas de grande sœur, personne avec qui faire d'inceste, ça m'excite pas du tout. Ça m'horrifie. Si l'inceste vous excite, Bastien Vives, vous prenez rendez-vous en psychiatrie. Et surtout, vous vous soignez. Parce que vous êtes un danger là. Vous êtes un danger pour la société, vous êtes un danger pour nous. Incroyable. Et ça continue longtemps. Je vous laisserai lire l'article en entier. Il y a beaucoup de choses à en dire. Ça se conclut quand même par, sans doute, Bastien Vives et plus largement les décideurs de la BD qui ont pour boussole légitime la liberté du créateur et le talent, n'ont pas vu montrer une redistribution des cartes pour le meilleur ou pour le pire. Complètement à côté de la plaque, cet article a été écrit par un homme qui ne comprend rien à la question des violences conjugales, de la pédocriminalité, des agressions sexistes et sexuelles, et ça donne ce truc complètement navrant. Imaginez l'impact que ce genre d'article a sur les gens qui ne sont pas non plus formés à la question et qui vont le lire. Et qui vont dire « Ah, c'est une atteinte à la liberté d'expression ». Emma, quand même, donnons-lui la parole. Elle nous dit « En 2017, la publication de ma BD sur la charge mentale a énervé plusieurs grands auteurs entre guillemets. » Je vais pas vous lire le thread en entier, juste les 4 premières photos. Parmi ces auteurs énervés, Bastien Vives. Et on le voit sous son pseudo Bastien Vivaldi qui dit « Pourquoi dès qu'un ou une abrutie mongolienne, on apprécie, a un message niveau 2 ans d'âge mental à faire passer, il le fait en BD alors qu'il ne sait pas dessiner. Pourquoi ? Je propose que les 50 000 personnes qui ont liké cette histoire soient automatiquement fichées S et qu'une scission soit faite. » Bon, c'est de l'ironie, c'est pas très drôle. Pourquoi les gens ils font de la BD alors qu'ils dessinent moins bien ? Et bah pour la même raison que j'écris des romans alors que je sais que je n'écris pas particulièrement bien. J'écris des romans parce que c'est mon moyen d'expression privilégié. C'est celui que je maîtrise. C'est celui qui me permet d'exorciser les choses qui me font du mal au quotidien. C'est celui qui me permet de transformer les choses dures dans ma vie en un petit peu de beauté, un petit peu d'art, tout simplement. Et en fait, moi je m'en fiche qu'on reconnaisse que j'écrive bien ou que je n'écrive pas bien. J'écris parce que j'ai besoin d'écrire. Emma dessine parce qu'elle a besoin de dessiner. Et si vous étiez une femme, Bastien Vives, et si vous subissiez la charge mentale, et que tous les hommes autour de vous se moquaient en mode oui, bon bah ça va, vous vous occupez de la maison, c'est un peu dans vos gènes, probablement que vous seriez tenté d'écrire une BD vous-même sur la charge mentale. Il vous manque à ce point de l'empathie pour critiquer le travail d'Emma là-dessus. Et la dernière photo qu'elle montre, c'est, et ben voilà, son commentaire où il dit « J'aimerais qu'un de ces gosses la poignarde et qu'il fasse une BD sur comment il l'a poignardé, puis qu'il se fasse enculer à chaque like. » Voilà, donc c'est lui, hein. C'est à cause de ce genre de propos-là. C'est grâce au poste d'Emma et à la pétition qui a suivi derrière qu'il n'est pas présenté à Angoulême. Hein. Et ça pose problème à Michel Guérin. Là, François Aquitaine, Le Monde, dans votre façon de parler des violences sexistes, des violences sexuelles, de la domination masculine, vous êtes tellement à côté. De la pédocriminalité, vous êtes à côté. Adrien Quatennens. Tout petit rappel par Libération, qu'est-ce qui s'est passé ? Condamnation d'Adrien Quatennens pour violence conjugale, 4 mois de sursis et des soucis. Peut-être pas le lieu pour faire un jeu de mots. L'élu du Nord comparaissait ce mardi pour une gifle qu'il avait reconnu avoir infligée à son ex-épouse. Pro et anti étaient réunis dans le froid devant le tribunal. LFI a annoncé sa radiation de 4 mois. Ah ouais, bravo LFI. Hein. Alors, vous qui prenez une exemplarité permanente, vous avez un élu qui est condamné, il est condamné hein, pour violence conjugale, 4 mois de suspension. Alors là, pour citer Kaamelott, à la limite, vous auriez carrément pu lui faire sauter le fromage au repas de fin d'année. Tu vois. Là, il aurait bien compris. 4 mois, mais enfin, mais radiez-le de votre parti, enfin. 4 mois, mais qu'est-ce que c'est que cette sanction ridicule ? Enfin,
Les gens autour de moi, certains ne comprennent pas pourquoi je me suis complètement éloigné de la France Insoumise, je reste profondément ancré de gauche. Ça, c'est une évidence. Mais je suis anti-France Insoumise en ce moment à cause de ces conneries-là, quoi. À cause de l'attitude de Mélenchon, laisse la place à Clémentine Autain. Les militants, les militantes n'arrêtent pas d'appeler Clémentine Autain. Et quand tu as un de tes élus qui est condamné pour violence conjugale, tu le radis. Tu lui mets pas 4 mois. Mais qu'est-ce que c'est 4 mois? C'est une minuscule tape sur les doigts. Donc voilà, ça rappelle un petit peu ça. Il a été condamné à 4 mois de prison avec sursis quand même et 2000 € d'amende. Voyons voir comment La Voix du Nord représente ça. On parle de La Voix du Nord, encore un gros journal, c'est le rédacteur en chef de La Voix du Nord également qui a écrit cet article-là, et vous allez voir que ça se voit que c'est un homme, il s'agit de Patrick Jankielewicz, j'espère que j'ai bien prononcé son nom, on fiche un peu en réalité. Et voilà comment il nous raconte cette histoire. Sa première interview après 3 mois de silence. Condamné ce mardi par le tribunal de Lille à 4 mois de prison avec sursis et 2000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral, le député lillois de la France Insoumise Adrien Quatennens livre pour la première fois sa version des faits dans l'affaire de violence conjugale qu'il oppose à son épouse. Non, il n'est pas opposé à une affaire de violence conjugale, il est coupable de violence conjugale. Il n'y a pas une opposition, c'est pas partie contre partie. Dans cette longue interview, beaucoup trop longue, on va en lire que la moitié, il estime avoir assez payé. Il dénonce l'hypocrisie ambiante et il annonce son intention de ne pas démissionner de son mandat de député, malgré sa radiation temporaire du groupe parlementaire LFI-NUPES pour une durée de 4 mois. Adrien Quatennens, qui était le premier à dire les politiques condamnés ne devraient plus avoir le droit d'exercer de fonctions publiques, et ben voilà, encore une fois, des paroles. Mais je suppose que être condamné pour violence conjugale, ça n'est pas bien grave à leurs yeux. Vous n'aviez pas pris la parole, demande le rédacteur en chef. Ah, ou Laurent Decotte et Léo Monnier, je ne sais pas. Ou peut-être que ce sont les photos, en l'occurrence, je ne sais pas. Depuis 3 mois et le début de cette affaire privée devenue publique. Vous venez d'accepter une peine de 4 mois une peine de 4 mois de prison avec sursis dans le cadre d'une procédure dite de plaider coupable. Alors, accepter, non, en fait, il n'a pas accepté. Il a plaidé coupable parce qu'il sait que la peine, elle est moins lourde, ça permet d'éviter une enquête. En plus, il a reconnu la chiffre, donc en fait, non, il a rien accepté du tout, il a reconnu, et il a fait une tactique pour prendre le moins de... pour avoir le moins de peine possible. Excusez-moi, je reçois un coup de téléphone en même temps, donc j'ai été un peu distrait. Il dit, pendant 3 mois, je me suis tu. J'ai réservé ma parole à la justice, car j'ai compris que seule l'enquête rétablirait les faits. En plus de l'épreuve personnelle. L'épreuve personnelle? Non, tu as frappé ta femme. C'est pas toi qui as subi une épreuve, c'est ta femme, c'est ton ancienne femme qui a subi son épreuve. J'ai enduré en silence un lynchage médiatique. Ah, un lynchage médiatique. Alors, si je comprends bien, lorsque l'affaire François Fillon sort, et que François Fillon appelle à un lynchage médiatique, et que vous êtes les premiers à dire « mais c'est pas du tout un lynchage médiatique », c'est tout à fait normal que Mediapart sorte ce qu'il a, parce que les politiques, ils doivent être irréprochables. Là, c'est pas un lynchage. Mais là, c'est un lynchage. Donc tu es condamné pour des violences conjugales, mais c'est un lynchage. C'est pas un acte citoyen que des journalistes en parlent. C'est le double standard classique. Un lynchage médiatique inédit de la part de gens qui n'étaient pas derrière les portes closes d'une histoire de couple et qui ne connaissaient rien au dossier. On n'a pas besoin, monsieur Quatennens, de connaître le dossier pour savoir que les violences conjugales, c'est condamnable et c'est condamné par la loi. La vérité n'est pas leur sujet. La justice a pourtant écarté les accusations de violences répétées et de harcèlement. Alors là, c'est très pervers, parce que non, c'est pas du tout ce que la justice a fait. Heureusement, on vit dans un système démocratique dans lequel on ne peut pas être condamné pour quelque chose qui n'est pas prouvé. Heureusement. Ça pose tout un tas de questions, bien évidemment, parce que c'est difficile de prouver des violences sexuelles, du harcèlement, etc. C'est compliqué à prouver, ça pose des questions. Mais fort heureusement, on ne peut pas demain vous jeter en prison simplement sur la base d'accusations sans preuve. Ce que dit la justice, c'est que ce qui est prouvé, c'est la gifle, puisqu'il le reconnaît. Le reste n'est pas prouvé. La justice ne dit pas que c'est faux. La justice n'a pas dit que ça n'était pas arrivé. Moi, je ne dis pas que c'est arrivé ou que ça n'est pas arrivé. Mais la justice n'a simplement pas assez de preuves pour condamner. Elle n'a pas dit autre chose que ça. Donc là, c'est quand même assez pervers. De nombreuses personnes ont témoigné. Mon téléphone portable a été passé au crible. Des expertises psychologiques ont été faites. L'enquête a conclu à ce que j'avais reconnu une gifle dans un contexte de dispute il y a plus d'1 an, jamais reproduite. Ça n'est pas ce qu'elle dit. L'envoi de trop nombreux SMS amoureux suite à une annonce de divorce incomprise. Alors non, c'est pas ça qui s'est passé. En fait, l'envoi de SMS trop nombreux, amoureux, non, c'est pas ça. C'est pas des SMS amoureux, c'est du contrôle, c'est de la domination. C'était très bien expliqué par les spécialistes en sociologie dans l'article de Mediapart sur Léo Grasset. En citoyen, j'accepte ma sanction. Non, mais c'est terrible. Il se fait passer pour le héros. En citoyen, mais non, en fait, t'as pas accepté la sanction, tu as reconnu une gifle. Ensuite, tu passes au tribunal. La gifle, tu l'as déjà reconnue, donc tu vas pas dire qu'en fait, tu la reconnais plus. Donc, du coup, tu plaides coupable. En fait, tu n'acceptes pas la sanction, tu es sanctionné par la justice, et tu n'as pas le choix que de l'accepter, cette sanction-là.
Il dit, comme l'a dit Madame la procureure de la République, il s'agit d'un avertissement solennel. Non, elle t'a mis 4 mois de prison avec sursis et 2 000 € d'amende, c'est pas un avertissement solennel, je ne pense pas que ce soit ça qu'elle ait dit, ou alors c'est sorti du contexte. Je prends ma juste part, mais je refuse d'en prendre davantage et de continuer à subir cet acharnement disproportionné. Et voilà. Retournement de la charge victimaire, c'est lui qui est la victime. Vous reconnaissez une gifle, demande le journaliste, mais votre épouse dénonce des violences physiques et morales et répétées depuis plusieurs années. Qu'en est-il précisément ? Ce à quoi il répond. Lorsqu'elle m'a annoncé son intention de divorcer au retour de nos vacances d'été et que j'en cherchais la véritable raison, tu n'as pas à en chercher la raison, elle a le droit de partir si elle n'est plus heureuse, surtout si tu l'as déjà giflée. Mon ex-compagne m'a ouvertement menacé de détruire mon engagement politique si je ne répondais pas favorablement à toutes ses exigences. Quel manipulateur. Effectivement, s'il y a des faits de violence, qu'elle les a gardés au sein du couple parce qu'elle ne voulait pas te nuire, et bien le jour où elle part, si tu l'empêches de partir, bien sûr qu'elle peut te dire, écoute, en fait, soit je pars et tu l'acceptes, soit je rends ça public. Mais en quoi c'est étonnant ? Et en quoi c'est elle la coupable de ça ? Elle m'a même fait signer un papier l'affirmant sous la contrainte. Aujourd'hui encore, vous voyez, c'est très impudique, il raconte tout. Elle m'a... Dans le cadre de notre divorce et des conditions de la garde de notre fille, je subis son chantage à la plainte ou aux médias. Alors qu'elle prétendait ne pas vouloir d'écho médiatique, lors du dépôt de sa première main courante, elle a finalement choisi, sans aucun fait nouveau, de se faire justice par elle-même en envoyant un communiqué à l'AFP entravant mon retour annoncé à l'Assemblée nationale. Il l'a fait passer pour une manipulatrice. Malgré ces incohérences, ces déclarations ont davantage intéressé les médias que les conclusions d'une enquête judiciaire. On est sur la rhétorique du Bouzeux, on est sur la rhétorique de Léo Grasset, on est sur la rhétorique de toutes les personnes accusées de violences conjugales. Il dit comment est-ce que je suis censé rétablir les faits, mais en fait t'as pas à rétablir les faits, tu es reconnu comme étant un agresseur par un tribunal. Alors on va me dire non oui mais Stéphane tu dis que c'est un agresseur, il a été condamné qu'une fois. Mais en fait de quelle façon voulez-vous qu'on soit défini si ce n'est par rapport à nos actions ? Il est reconnu coupable de violence conjugale et bah c'est une personne violente. Il a commis des actes de violence, il est violent, on est déterminé par nos actions. Il va dire un peu plus loin dans l'interview, je ne suis pas comme ça, bah si, la preuve que tu es comme ça puisque tu as frappé. La violence ne caractérise pas nos 13 années de vie commune. Ben voilà, c'est ce que je vous disais. Voilà, il dit en fait, voilà, c'est pas moi. La vérité, c'est que pendant l'enquête, il m'a été proposé de porter plainte contre mon épouse. Malgré ce que j'ai moi-même subi de sa part, j'ai choisi de ne pas le faire car il s'agit de faits isolés et que je souhaite protéger notre enfant. Sous-entendu que elle ne protège pas l'enfant, sous-entendu que c'est lui qui est le plus digne, etc. C'est indécent. Cette interview est indécente. On lui demande, c'est la dernière question que je vais vous lire, une gifle n'est jamais excusable. Des associations conseillent aux victimes de partir dès le premier geste de violence. Sans dévoiler votre vie privée, comment expliquer que vous en soyez arrivé là ? Et il dit sans dévoiler ma vie privée. Cette vie privée qui a alimenté 4000 articles de presse et jusqu'à 350 par jour. Bah oui, comme pour l'affaire Fillon, comme pour l'affaire McKinsey actuellement. Évidemment, quand il y a une affaire politique, ça nous concerne. C'est le principe d'une démocratie en fait, vous représentez le peuple. Donc le peuple doit être informé par le quatrième pouvoir des agissements des personnes qui nous représentent. C'est un fondement de notre démocratie. On doit savoir ce genre de choses-là. Évidemment qu'il y a des articles. Lisez l'essai de Julia Cagé, Le prix de la démocratie. Très bon ouvrage que Déborah m'a offert. Merci encore Déborah. Enfin m'a prêté, pardon. Je vais te le rendre, promis. Lisez-le, c'est très intéressant. Évidemment qu'il y a beaucoup d'organes de presse et qui doivent parler de ce genre de choses-là, c'est important. C'est important pour le fondement de notre démocratie et il fait mine de s'en indigner. Par contre, il s'en indignerait pas si ça avait touché quelqu'un d'autre. Hein. Alors là, pour défendre Tahabouaf, il n'y a pas de problème, il était là. Hein. Mais alors par contre, l'acharnement médiatique dont il parle, si ça concerne quelqu'un d'autre, il n'en a rien à faire. Mais rien à faire. Il nous dit... est-ce que j'ai seulement le droit de dire ça ? Bah, tu es en train de le dire, c'est le fameux on peut plus rien dire, mais on le dit quand même. Au moment du confinement en 2020, j'ai quitté le domicile conjugal pendant 2 mois, j'y suis revenu. D'abord parce que j'avais toujours des sentiments pour mon épouse, et la volonté de surmonter nos difficultés de couple. Mais en fait, c'est pas à toi de décider. Si ta compagne a décidé de partir, tu n'as pas à dire qu'il y a encore un couple. C'est la base du consentement. On respecte la décision des autres. Même le principe élémentaire de consentement et de désir mutuel n'est pas compris par Quatennens. Si elle n'en a pas envie, tu n'as pas à imposer de réaffirmer ce couple. Elle m'imposait des conditions détestables pour voir ma fille, en m'obligeant à le faire sur le parking de notre résidence. Bref, alors, oui, Monsieur Quatennens, on achète les violences conjugales de Pauline Delage et on lit les violences conjugales de Pauline Delage en entier. Parce que Pauline Delage l'explique. Quand il n'y a pas de sanction, les violences masculines ont toujours un risque de passer un palier dans la gravité. Et, bah oui, la gravité au-dessus, c'est de s'en prendre aux enfants.
Est-ce que vous trouvez ça étonnant que votre femme, que vous avez au moins giflé une fois, se dise « eh ben j'ai peur de lui laisser ma fille ». Évidemment, c'est très logique. Mais présenté comme ça, c'est encore une fois un truc assez victimaire. Et il nous dit sans dévoiler ma vie privée. Non mais on reparle du début de l'interview où il dévoile toute la vie privée là. Non mais vous vous rendez compte, c'est indécent. Bref, à la fin, le rédacteur en chef, je vous laisserai lire l'interview, c'est comme ça du début à la fin, je ne vais pas tout commenter. Conclut l'article, le rédacteur en chef de La Voix du Nord nous dit « Adrien Quatennens n'est ni le premier ni le dernier homme politique à être rattrapé par sa vie privée. Ça n'est pas de la vie privée. Ça, c'est de la vie publique. La violence masculine, c'est de la vie publique. C'est quelque chose qui concerne toutes les femmes en France. Et tous les hommes, potentiellement, peuvent se retrouver dans une situation où ils agresseraient une femme. Et c'est justement parce qu'il existe des féministes qui nous disent « voilà ces situations-là, voilà ce qu'il faut déconstruire pour déconstruire la violence des hommes, pour diminuer la violence des hommes ». Heureusement qu'elles sont là. Donc dire « c'est pas le premier à être rattrapé par sa vie privée », non, c'est une question de vie publique, au contraire. C'est la marque d'une époque qui ne transige plus avec l'exemplarité. Il met exemplarité entre guillemets, heureusement, mais le mot n'a rien à faire ici. Au nom de cette exemplarité, on nous reprochera sans doute de lui donner la parole. Non, pas du tout. On ne vous reproche pas de lui donner la parole. Vous avez le droit de donner la parole à une personne condamnée pour agression. Moi, je préférerais que vous la lui donniez pas, mais n'empêche que vous avez le droit. Mais ce qu'on préférerait massivement, c'est qu'en fait, ce genre d'entretien, vous le fassiez par des personnes qui sont formées à la question des violences sexistes et sexuelles. On aimerait que vous le fassiez par quelqu'un qui soit formé à la question de la domination masculine et des violences conjugales. Pourquoi ? Parce que si la personne n'est pas formée, comme c'est vraisemblablement le cas dans cette interview-là, vous laissez la personne dérouler un tapis rouge pour se victimiser et dénier la parole de la victime et les dénigrer. Vous avez des personnes qui organisent des formations, je ne suis pas tout à fait de son courant de pensée, mais Caroline Dehaas organise des formations là-dessus. Mais payez-vous des formations, les organes de presse, on en a besoin. Cette interview-là, elle est dangereuse pour les personnes qui vont la lire sur Internet, qui ne sont pas formées à ces problématiques-là, et qui vont dire « oh, le pauvre Quatennens, il fait tout pour sa famille, c'est quand même lui qui est digne dans cette histoire-là ». Au nom de cette exemplarité, on nous reprochera machin. Si nous avons décidé de le faire, c'est en posant quelques limites essentielles. C'est raté. Cette rencontre ne devait pas se transformer en une séance d'auto-justification et encore moins de donner lieu à un déballage de vie privée. Ben oui, mais c'est ce qui s'est passé, alors ne publiez pas. La justice est passée, des questions demeurent. Non, il n'y a pas de questions qui demeurent, il est condamné. Le jeune député du Nord à l'ascension météorique parviendra-t-il à se sortir de cette condamnation qui lui collera désormais à la peau? Ce teasing façon Netflix quand on rapporte des faits de violence conjugale, franchement non merci, on dirait vraiment Idriss Aberkane qui vous fait du teasing, genre regardez j'ai des révélations à faire, mais d'abord, on va d'abord parler des violences conjugales. Malika Daous, on vous a battu, hein. Ah ouais, on vous a frappé, il a frappé votre fille. Hein. Vous vous rendez compte, on nous fait une interview dans laquelle on rappelle la gravité des faits et la condamnation de la justice pour dire arrivera-t-il à effacer cette tâche sur un parcours jusque-là sans faute? Lui qu'on imaginait déjà en dauphin de Jean-Luc Mélenchon, se préparant à partir à l'assaut de l'Élysée en 2027, c'est du teasing, c'est nul. Puis non, c'est Clémentine Autain qu'on veut dans ce parti. Hein. Clémentine... évidemment que c'est Clémentine Autain. Cette interview répond en partie à ces questions et ce n'est pas une tentative de réhabilitation. Raté. Le député a reconnu les faits, les juges ont jugé, son groupe a tranché. Blablabla. Nos colonnes sont ouvertes à Céline Quatennens, que nous avons tenté de joindre sans succès. Foutez-lui la paix, elle vous contactera si elle le souhaite. Conclusion. Si on espère enfin un jour voir les chiffres des violences conjugales diminuer, ça va passer par un changement radical dans énormément de branches de la société, dont les médias, vous le voyez bien. On a France 3 Aquitaine, Le Monde, La Voix du Nord, des articles écrits par des hommes, des rédacteurs en chef, qui nous pondent ce genre de trucs, de retournement victimaire. Comment voulez-vous qu'il y ait une prise de conscience collective des hommes dans la société? Ça n'est pas possible. On a besoin des médias pour nous aider à voir ce changement-là, et je sais que les médias le souhaitent en plus de ça. Je pense qu'ils sont sincères dans leur volonté de parler de ces affaires-là, mais ils ne savent pas faire, donc formez-vous. Et ces articles-là, ils ne sont ni faits ni à faire, ils ne sont pas à écrire. Je suis absolument désolé de ce que j'ai pu lire. Bref, pensez à vous abonner à la chaîne, j'oublie tout le temps de demander, à partager la vidéo. On échange dans les commentaires, comme d'habitude, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Merci pour tous vos messages récemment. J'ai rencontré plein de personnes, du coup, par message, avec qui j'avais jamais échangé, c'est très gentil. En plus, là, j'ai un peu de temps libre, puisque je me prends une dizaine de jours là pour souffler. Donc, je vous répondrai avec grand plaisir. Et puis, écoutez, si vous êtes en désaccord avec moi, exprimez-le dans les commentaires. Vous savez que je débat très facilement avec les gens qui sont polis. Et puis, ma foi, prenez soin de vous et à bientôt. Salut.